Bonjour à toutes et à tous, nous allons démarrer ce webinaire. Aujourd'hui, l'EuroBFC vous propose un webinaire traitant de la stérilisation définitive. Bien que majoritairement abordé en France comme une question féminine, nous aborderons aujourd'hui également le sujet via un regard international et sociologique, la question de la stérilisation masculine également. Pourquoi choisir une stérilisation définitive plutôt que d'autres types de contraception? Qu'est-ce que l'augmentation croissante de ce choix qui se heurte au refus de nombreux professionnels dit de nos représentations, de la famille, de la fertilité et de notre désir d'autonomie en santé? Nous nous interrogerons également sur l'histoire de la stérilisation, notamment au regard de la stérilisation des personnes atteintes de handicap, qui nous éclairera sur nos conceptions actuelles de ce choix tout sauf anodin. Alors aujourd'hui, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Charton, sociologue. Elle est professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, au Centre Urbanisation Culture Société à Montréal, au Canada. Elle est également directrice de la revue internationale Enfance, Famille, Génération et co-titulaire de la chaire Périnatalité et parentalité du risque. J'accueille également avec plaisir Pierre Brasseur, sociologue, chargé de cours et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Je serai moi-même votre animatrice aujourd'hui. Vous aurez pendant ce webinaire la possibilité de poser vos questions ou de partager vos réactions via le lien Q&R, l'onglet Q&R qui se trouve au bas de votre écran. Nous aurons la possibilité de soumettre vos questions en dernière partie de webinaire aux intervenants ou eux-mêmes pourront directement répondre dans le Q&R s'ils en ont la possibilité. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais faire une introduction rapide du sujet. Est-ce que j'arrive à changer de diapositive? Voilà. Alors, d'où nous vient cette envie de parler de la contraception définitive? Eh bien, ce webinaire part de deux doc-éthiques qui ont été publiées par la mission documentation que j'ai le plaisir de porter. Une doc-éthique qui date de juillet 2022 sur la contraception masculine et une autre sur la stérilisation volontaire féminine qui a été sortie cette année en avril 2024. Une doc-éthique, qu'est-ce que c'est? C'est un format que nous avons créé à l'Espace éthique Bourgogne-Franche-Comté où je choisis un sujet peu ou pas abordé sous l'angle de l'éthique, de la santé, et je fais un état des lieux bibliographique, donc ça n'est pas une recherche en tant que telle. Les docs éthiques sont conçus comme un soutien à la réflexion préalable en éthique. Leur format court permet aux intéressés d'avoir une première vue d'ensemble des questions éthiques émergentes du sujet. Pour autant, on a eu envie de rassembler ces deux sujets, de s'intéresser à cette contraception définitive au regard de l'homme et de la femme en même temps, et d'interroger des professionnels qui travaillent sur ce sujet. Alors, parmi les méthodes contraceptives auxquelles peuvent accéder les femmes pour la gestion de la fertilité, la stérilisation à visée contraceptive, que nous appellerons stérilisation volontaire pour plus de simplicité, est autorisée dans la loi française depuis 2001. Avant cette date, les chirurgiens étaient autorisés à procéder à cette intervention dans un cadre strictement thérapeutique. Par exemple, si une grossesse pouvait mettre en danger la vie de la femme. Toute autre stérilisation était considérée comme une suppression d'une fonction saine et fonctionnelle, autrement dit une mutilation. Le changement de regard a été initié en 1999 avec la modification de l'article 16.3 du Code civil permettant l'atteinte à l'intégrité du corps humain en cas de nécessité médicale et non plus qu'en cas de nécessité thérapeutique. La loi promulguée en 2001, dans le cadre de la lutte contre les grossesses non désirées, permet j'ai perdu ma ligne, permet à toute personne qui le souhaite de procéder à une stérilisation définitive. La loi exige une première consultation pour acter la demande et informer le patient des diverses méthodes contraceptives existantes alternatives. Un délai de 4 mois est demandé avant un second rendez-vous pour confirmer par écrit la demande et programmer une intervention dans les établissements de santé. Seul le consentement de la personne est demandé et aucun critère de parentalité n'est prérequis. Alors, quelques chiffres en France.
En 2010, en France, en termes de vasectomie, il y en avait 1940. En 2022, on en a plus de 30 000. Donc nous sommes sur un chiffre qui a été multiplié par 15 en 12 ans. Quand, en comparaison, la stérilisation féminine, donc que ce soit ligature des trompes ou implant Essure avant 2017, a tendance à chuter. En 2013, on en avait plus de 45 000 et en 2022, on en a environ 20 000. Et donc, pour la première fois en France, en 2021 et en 2022, il y a eu davantage de stérilisations masculines que de féminines. Et donc en 2022, 3 stérilisations masculines ont été pratiquées pour 2 féminines. Alors je vais brosser très rapidement quelques éléments de problématiques que je ne vais pas détailler puisque nos intervenants s'en chargeront. Mais si on se place du côté de l'homme, voilà, quelle place pour l'homme dans la gestion contraceptive du couple? La confiance dans le couple est alors cruciale. La responsabilité masculine pourrait-elle venir équilibrer le poids de la contraception et de la conception portée habituellement par la femme? Il y a une volonté de ne pas nuire à sa compagne avec des grossesses potentiellement non désirées et de potentiels avortements. Il y a peu de choix contraceptifs en dehors de la vasectomie ou du préservatif. Et enfin, en France, l'éducation des garçons à la contraception est perfectible, pour ne pas dire autre chose. Concernant la femme, la décision de ne pas procréer a tendance actuellement à s'émanciper de l'accord masculin. Il y a une autonomie portée à son paroxysme avec la stérilisation qui peut être vue comme la meilleure contraception, bien que ça ne résolve pas le problème des IST bien sûr. C'est vu positivement dans ces cas-là parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse, pas d'hormones à prendre, pas de charge mentale, de prise de contraceptif ou de renouvellement d'ordonnance. Et le coût est limité au regard du préservatif, de la pilule, voilà, qui sur une vie de fertilité pèse beaucoup plus lourd dans le budget. Les refus des professionnels sont vécus comme infantilisants et avec le sentiment de devoir se justifier. Et il n'y a pas ou peu de regrets dans la littérature. Enfin, concernant les professionnels, il y a un schéma contraceptif qui est bien installé en France et qui veut, dans l'ordre, préservatif, puis pilule, puis stérilet. La stérilisation est mieux acceptée par les professionnels pour les primi ou multipares à 35 ans révolus. La peur de porter préjudice demain à une patiente qui risquerait de regretter son choix peut motiver les refus. Il y a cependant la nécessité de bien faire comprendre à la patiente qu'elle a la responsabilité de son choix qui n'est pas anodin. Et enfin, il y a des images plurielles de la femme et de la maternité qui se confrontent en consultation, et de la masculinité bien sûr, j'aurais dû le rajouter, qui influent sur l'acceptation ou non du professionnel à poser le geste. Alors en conséquence, si la loi permet une grande liberté contraceptive, les femmes comme les hommes qui souhaitent se faire stériliser peinent souvent à accéder à la stérilisation. En effet, le caractère non pathologique de la demande ne permet pas de mobiliser chez le professionnel un devoir à soigner puisque la personne n'est pas malade. Donc, dans ce webinaire, nous tentons d'éclairer au regard des éléments que j'ai pu vous donner et également aussi de nos 2 intervenants, l'équilibre délicat dans le couple hétérosexuel et également entre le professionnel et le ou la patiente qui vient en consultation et qui est en demande d'autonomie contraceptive. Je vais maintenant passer la parole, dans un premier temps, à Monsieur Brasseur, qui va nous présenter un panorama historique et international de la notion de stérilisation, afin d'éclairer notre conception actuelle de la stérilisation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation à venir présenter ces quelques réflexions sur la question de la stérilisation. Je suis très content d'être ici, de vous présenter ces quelques résultats qui sont issus en partie en fait, d'un travail que j'ai pu mener sur les questions de handicap et de sexualité. Alors, je sais que c'est pas forcément très en, dans le scope bien précis de la question de la stérilisation dite volontaire, mais justement, ça m'a semblé intéressant d'aller sur cette question de ce qu'on appelle les formes de stérilisation involontaire. C'est-à-dire que, en tout cas, involontaire ou imposée, on verra justement, on reviendra sur ces différentes dénominations. Mais en tout cas, la stérilisation a une histoire et il me semble aussi intéressant de la retracer au travers les cas de stérilisation, des différents cas de stérilisation. Hop, alors,
En effet, la stérilisation, en fait, elle peut être envisagée à la fois comme un choix, et c'est en partie ce qui va être exposé dans l'exposé suivant, ou comme une contrainte. Elle est un choix pour certains groupes, notamment les femmes hétérosexuelles, qui, dans certains contextes, peuvent vouloir chercher la stérilisation, et pour d'autres groupes, elle est imposée, notamment aux populations dites vulnérables. On va donc essayer, dans cet exposé de 20 minutes, de revenir justement sur l'institutionnalisation de la stérilisation, sur comment en fait on a essayé ou pas justement de légiférer sur ces questions de stérilisation. Et on verra qu'aujourd'hui, certains types de populations, et notamment les personnes handicapées, occupent une place bien particulière dans les textes législatifs en matière de législation, et que cette place bien particulière en fait vient interroger plus globalement la façon dont les femmes et les hommes peuvent ou pas contrôler leur contraception, leur reproduction. Et pour ce faire, on essaiera de revenir sur les débats contemporains, les défis qui restent persistants, y compris depuis des fois des centaines d'années, qui révèlent en fait la plupart du temps des rapports de pouvoir très complexes, à la fois entre personnes handicapées et personnes valides, entre professionnels et patients, entre femmes et entre hommes. Premier élément de réflexion et d'information, on peut en fait essayer de faire un retour historique sur la question de la stérilisation et se rendre compte que de fait, si aujourd'hui la stérilisation semble de plus en plus recherchée, pendant longtemps la stérilisation a été envisagée comme un outil de contrôle social très important du corps des femmes notamment et du corps des femmes handicapées d'autant plus. L'histoire de la stérilisation illustre en fait ce double usage avec l'idée de dire que la stérilisation a été pendant longtemps utilisée comme un outil de contrôle des comportements et aussi un outil de gestion des populations qu'on qualifiait de déviantes. Alors, pourquoi un outil de contrôle des comportements? C'est-à-dire que pendant très longtemps, notamment à la fin du 19e siècle, y compris en France ou dans de nombreux pays occidentaux, il y a eu la naissance d'un paradigme coercitif qui visait à utiliser la stérilisation comme un traitement médical pour gérer les sexualités déviantes. Ainsi, on a considéré que tout un ensemble de personnes, par exemple les personnes handicapées, par exemple certaines femmes, mais aussi par exemple les populations racisées, les homosexuels, on a considéré qu'ils avaient des sexualités déviantes et qu'il fallait se protéger des risques de leur sexualité. Et qu'à ce titre, il fallait donc les empêcher d'avoir des enfants euh, par risque pour la société. Cette mise en œuvre, elle a été notamment très marquée aux États-Unis, comme ont pu le documenter tout un ensemble de chercheurs et de chercheuses sur ces questions. L'histoire de la stérilisation, c'est aussi donc la construction sociale de la déviance, c'est-à-dire que les personnes dites déviantes ont été elles-mêmes considérées comme à stériliser parce qu'on considérait qu'elles étaient anormales. Et à ce titre, on a considéré qu'il fallait aussi les stériliser, non pas au titre de leur sexualité, mais au titre qu'ils représentaient un risque pour la société en eux-mêmes. À ce titre, il fallait donc les empêcher de se reproduire. Ces politiques se sont beaucoup appuyées sur des idéologies qu'on qualifie d'eugénistes pour légitimer la violation de certains droits humains, comme le fait de pouvoir disposer de son corps. Elles ont ciblé des personnes handicapées, des minorités, des femmes célibataires, des personnes homosexuelles et LGBT, révélant, et l'histoire de la santé a pu le montrer, des pratiques de discrimination institutionnalisées. Ces politiques eugénistes se sont beaucoup étendues dans le monde occidental et ont perduré jusqu'à la fin du XXe siècle. Elles ont, comme l'ont montré tout un ensemble de chercheurs, utilisé le prétexte de l'amélioration de la nation, de l'amélioration de la santé des individus, pour légitimer, avec des arguments a priori scientifiques, des violations massives de droits humains. Pour revenir un tout petit peu en détail sur la question de ce contexte historique et l'idéologie eugéniste, qui en fait s'est développée de façon un peu particulière en fonction des pays, les politiques de stérilisation se sont développées tout au long du XXe siècle dans différents pays, avec un cadre idéologique visant à améliorer la société. Ces cadres idéologiques avaient différents objectifs, notamment l'idée de contrôler la reproduction des groupes indésirables, notamment dans le but
d'éviter la transmission de handicap et de protéger la société, souvent avec des arguments eux-mêmes pas très scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, en fait, on s'est rendu compte que la transmission et l'hérédité, en fait, étaient assez rares, en fait, de ces différents handicaps, mais justement, il y a eu tout un ensemble de croyances scientifiques de la transmission des tares héréditaires. Un des cas les plus emblématiques, c'est celui aux États-Unis, avec l'affaire Buck and Bell, qui, en 1927, légitime juridiquement la stérilisation forcée sur une femme handicapée. En France, tout au long du XXe siècle, il y a eu aussi un des questionnements très importants sur la mise en œuvre d'une forme de contrôle social manifestée par des systèmes de mesure, ou en tout cas des réflexions sur la mise en place de ces différents systèmes de mesure. Ça passe par notamment des réflexions sur la mise en place d'examens prénuptiaux, notamment visant à contrôler le corps des individus, des mesures moins coercitives, mais aussi la mise en place ou la réflexion de mesures moins coercitives influencées par la crainte de la dépopulation. Cependant, la France est caractérisée, d'après les historiens de l'eugénisme, par une forme d'eugénisme léger, c'est le terme qui est utilisé par certains historiens, c'est-à-dire notamment qui n'a pas de comparaison, par exemple, avec ce qui a pu se passer dans certains pays comme la France ou la Suède. Le contrôle du mariage aussi est quelque chose d'extrêmement important au moment de la réflexion et de la mise en place de ces politiques eugénistes. Alors, ça peut paraître un peu éventuellement à côté par rapport à la question de la stérilisation, mais on se rend compte que de fait, il y a eu toute une réflexion qui visait justement à envisager la question de la stérilisation autrement, visant aussi en fait à réfléchir à est-ce qu'on doit ou pas interdire le mariage aussi à certaines personnes, à certaines catégories de personnes que l'on considère comme ne devant pas se marier car nous ne devons pas faire d'enfants pour les individus, enfin, pour la société. Donc, encore une fois, l'idée, c'était par la justification de prévenir la dégénérescence, pardon, et essayer de renforcer la qualité de la population. En tout cas, c'était les arguments qui étaient utilisés à cette époque-là. Les populations ciblées accueillaient principalement les personnes handicapées, mais aussi les personnes âgées, qui sont qualifiées d'infirmes, de dégénérés, qui ne doivent absolument pas se reproduire. Ces mesures institutionnalisées vont refléter en fait des préjugés fortement ancrés selon lesquels, par exemple, les personnes handicapées ne sont pas des personnes comme les autres. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on se rend compte que la question de la stérilisation des personnes handicapées en fait, se continue à se poser dans certains pays, notamment par exemple en France. On va revenir juste à la slide suivante pardon, sur cette question. Mais la stérilisation des personnes handicapées pose tout un ensemble de dilemmes sur lesquels en fait, il faut arriver en fait, à réfléchir et sur lesquels il faut justement essayer de comprendre ce que historiquement cela veut dire. En fait, tout un ensemble de recherches ont été menées, notamment principalement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans le cadre de ce qu'on a appelé les disability studies, donc les études sur le handicap, avec des chercheurs qui ont beaucoup essayé à la fois de documenter les réalités de ce que c'est que la stérilisation aujourd'hui et de revenir sur l'histoire de ces stérilisations. Ces différentes enquêtes ont montré que la stérilisation des personnes avec un handicap pose en fait ces différents dilemmes. L'un des premiers dilemmes, c'est que cette stérilisation, elle est souvent imposée. C'est-à-dire que contrairement en fait, à ce qui va être présenté par la suite, en fait, on a assez peu de cas de personnes handicapées qui cherchent volontairement à se faire stériliser. Et elle interviendrait surtout quand ces personnes revendiquent leur autonomie. Par exemple, dans certaines institutions, lorsque les projets de devenir parent ou de se marier arrivent, la question de la possibilité de se faire stériliser ou de faire stériliser la personne émerge. La question de la stérilisation est aussi utilisée la plupart du temps comme une mesure de prévention contre les violences, notamment institutionnelles. C'est notamment ce qui a émergé dans les années 80, à la fin des années 90 en France, ou dans un rapport du Comité consultatif national d'éthique sur la question de la possibilité ou pas de mettre en place des formes de contraception volontaire ou involontaire sur les personnes handicapées. Il est écrit dans le rapport que la stérilisation serait une façon de prévenir les violences contre les personnes handicapées. En même temps, dans ce rapport, le CCNE met en avant que cette approche
en fait, a tendance à normaliser cette forme de violence comme prétexte de protection, et que, de fait, même si la plupart du temps cela est affirmé, on n'a aucune preuve que stériliser les gens réduit les risques d'abus, et au contraire, selon tout ensemble de chercheurs, cela même peut avoir tendance à augmenter leur vulnérabilité. Bref, toutes ces pratiques qui montrent comment des interventions médicales, qui parfois peuvent avoir l'impression d'être bienveillantes, peuvent devenir des outils de contrôle, soulignant la nécessité de placer l'autonomie et le consentement de ces personnes au cœur des politiques. Plus globalement, en fait, on se rend compte que la question de la stérilisation en fait, pose une question plus globale, plus importante, plus générale, qui est sur la question de la construction de la sexualité des personnes handicapées. Et de fait, c'est aussi une question qui se pose sur la question de la stérilisation d'une façon plus générale, c'est que la façon dont on regarde la stérilisation est aussi une façon de comment est construite la sexualité d'une façon générale, sur ce que c'est qu'une bonne sexualité, sur ce qu'on attend différemment des hommes ou des femmes. En fait, on se rend compte que la sexualité des personnes handicapées est marquée par une double exclusion qui opère selon des mécanismes qui sont complémentaires, avec en fait un préjugé de désexualisation très forte. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes handicapées sont considérées comme asexuées et que donc il n'y a pas besoin nécessairement, par exemple, de réfléchir plus globalement à la question de leur contraception. Et que donc on a en fait une négation très très forte de leur capacité à vivre des relations affectives et sexuelles dans un cadre bien précis. Et que plus globalement, on assiste à une absence de politique publique et d'éducation sexuelle, soit adaptée, soit qui respecte les lois d'une façon générale. Il existe de plus en plus cette idée que, euh, par exemple, les personnes handicapées devraient faire l'objet, par exemple, d'une éducation sexualisée ou spécialisée, ce qui peut être le cas, mais dans les faits, hein, actuellement, les personnes handicapées, la plupart du temps, en fait, doivent juste suivre les formations d'éducation à la sexualité telles qui sont prévues par les textes de loi normaux, pour le dire assez rapidement. Cette double exclusion, elle passe aussi donc par l'isolement relationnel très fort des personnes handicapées, avec des barrières physiques et sociales qui limitent leur interaction, avec une séparation institutionnelle des sexes aussi elle-même très forte dans les institutions notamment, qui amène à une réduction des opportunités de relations intimes pour les personnes handicapées. De fait, actuellement, la stérilisation des personnes handicapées repose sur deux logiques institutionnelles dominantes. La première, c'est l'idée de privilégier des solutions irréversibles pour les personnes handicapées, avec notamment la préférence pour des interventions définitives comme la stérilisation. Alors, on dispose d'assez peu de chiffres pour cela, mais il semble que la plupart du temps, on privilégie justement ces solutions qui, sur d'autres personnes, sont considérées comme particulièrement invasives. On sait aussi, par tout un ensemble de rapports, alors ça, on le sait un peu moins pour la France, mais pour les autres, sur d'autres pays, on le sait, le consentement éclairé est lui-même souvent négligé pour les personnes handicapées sur la question de la stérilisation, avec notamment des pratiques médicales cachées, comme des stérilisations réalisées sous couvert d'autres interventions. La stérilisation, elle passe aussi par un préjugé d'incompétence parentale qui lui-même servirait à justifier le fait de stériliser les gens. C'est-à-dire qu'on présuppose que les personnes handicapées ne peuvent pas avoir d'enfants ou le feraient mal, et qu'à ce titre, afin de privilégier, de protéger les personnes, cela justifierait la possibilité de la stérilisation. Aujourd'hui, on a assisté donc à l'évolution d'un cadre légal de la stérilisation avec en 75, donc en 1975, le vote d'une loi sur le handicap qui reconnaît le droit des personnes handicapées, avec une avancée symbolique, mais qui reste insuffisante sur la question de la stérilisation. Et la mise en place en 2001, donc, d'un article du Code de la santé publique qui a introduit des dispositions précises pour encadrer la stérilisation, et notamment la stérilisation des personnes handicapées, avec notamment la nécessité d'une contre-indication médicale absolue, la validation obligatoire par un juge des tutelles, l'avis d'un comité d'experts, et la nécessité de rechercher le plus possible le consentement de la personne concernée. Cependant, ces positions ont eu tout un ensemble de limites et de controverses, hein, notamment des critiques importantes qui persistent,
avec des positions d'associations notamment qui ont critiqué, notamment à la fin des années 90, au début des années 2000, les risques que pouvaient porter ces formes de stérilisation particulières pour les personnes handicapées. Euh, et tout un ensemble, notamment en France, de débats, de débats dans les médias qui reviennent régulièrement. Alors, un des plus connus, ça a été les révélations dans le journal Charlie Hebdo dans les années 90 sur la persistance d'abus institutionnels. Mais en tout cas, on a donc assisté à une mise en lumière de pratiques de stérilisation non consenties qui vont renforcer le débat public. Aujourd'hui, on assiste donc à et je terminerai là-dessus, à une évolution d'enjeux contemporains sur, sur la question de la stérilisation. Sur la question de la stérilisation, les défis restent nombreux, avec des pratiques de stérilisation forcées ou non souhaitées qui persistent dans certains contextes, malgré les avancées législatives. Les femmes handicapées restent en particulier vulnérables aux abus, tant sur le plan institutionnel que, par exemple, familial. Et la prévention des violences sexuelles et la promotion des droits reproductifs n'est pas véritablement au cœur des politiques publiques contemporaines. Tout un ensemble d'études, de rapports, mais aussi de mobilisation de personnes handicapées, de militants handicapés, insistent sur la nécessité de renforcer l'éducation sexuelle en impliquant les personnes handicapées elles-mêmes dans ces démarches. Euh, et on peut voir que, d'une façon générale, l'histoire de la stérilisation dans le contexte du handicap et de la sexualité illustre ces tensions profondes entre contrôle social et respect de l'autonomie individuelle. Pardon. Si les avancées législatives et les débats éthiques ont permis d'encadrer ces pratiques et de mettre en lumière certains abus, il reste encore beaucoup à faire pour garantir pleinement le respect des droits fondamentaux des personnes avec un handicap. Ce sujet, d'une façon générale, nous pousse à examiner de manière critique les perceptions sociales que l'on a de la sexualité et de la reproduction, en interrogeant les préjugés et les pratiques institutionnelles qui en découlent. Il s'agit alors de passer d'une approche paternaliste à une reconnaissance de la pleine autonomie et de la capacité des personnes à participer aux décisions qui les concernent. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ou approfondir certains points que vous souhaitez éclaircir. Merci, Monsieur Brasseur, pour ce temps de présentation. Je propose qu'on passe tout de suite, donc d'abord à la présentation de Mme Charton et ensuite on pourra avoir un temps d'échange. J'ai noté qu'il y avait déjà deux, trois petites questions dans le QR, donc je vous invite à les regarder, puis après on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, Madame Charton, donc vous allez prendre la parole. Comment les personnes choisissent-elles la stérilisation définitive? Sur quels critères et quels en sont les obstacles? Qu'en est-il du professionnel? À qui est fait la demande? Et comment en discuter avec son patient? Vaste sujet et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je propose d'articuler ma présentation d'aujourd'hui de la façon suivante. Alors, j'espère que ça fonctionne. Non? Ouais, voilà. En introduction, je vais contextualiser rapidement le recours à la stérilisation contraceptive en donnant quelques chiffres sur la proportion de personnes ayant eu recours à cette méthode contraceptive dans le monde, en France, au Canada et au Québec. En m'appuyant ensuite sur une revue de la littérature récente et sur des entretiens que j'ai réalisés en France et au Québec entre 2005 et 2007 auprès d'une cinquantaine de personnes stérilisées, je présenterai d'une part les raisons pour lesquelles des personnes ont choisi cette méthode contraceptive et d'autre part des obstacles auxquels des personnes se sont heurtées dans leur parcours de stérilisation. Je terminerai cette présentation par une réflexion sur le principe d'autodétermination des personnes et sur les réticences de certains médecins à accompagner une demande de stérilisation contraceptive dans le but de questionner la relation patient-patiente-médecin et pouvoir la repenser peut-être en termes d'alliance thérapeutique. Alors, d'après les données les plus récentes publiées en 2022 par l'Organisation des Nations Unies, la méthode contraceptive la plus utilisée dans le monde est la stérilisation contraceptive.
L'ONU estime ainsi en 2020 que 25% des femmes d'âge reproductif sont protégées d'une grossesse par une stérilisation, la leur ou celle de leur partenaire. La méthode ensuite la plus utilisée est en fait le préservatif masculin, suivi du stérilet et de la pilule anovulante. Des différences dans les pratiques contraceptives s'observent toutefois entre les régions du monde et au sein même de ces régions, entre les pays. Alors, au Canada, par exemple, où le recours à la stérilisation contraceptive a été autorisé en 1969, en même temps que l'accès aux autres méthodes contraceptives médicales, cette méthode est devenue la méthode privilégiée des couples ne désirant plus d'enfants. En 2017, 40% des couples dont la femme a moins de 50 ans sont protégés d'une grossesse par une stérilisation contraceptive, la leur ou celle de leur conjoint. Le Québec, province francophone, se présente par ailleurs comme l'une des provinces canadiennes où les taux de stérilisation sont parmi les plus élevés, et en particulier depuis 1988 les taux de vasectomie. En 2017, 48% des couples dont la femme est âgée entre 40 et 49 ans sont stérilisés, donc 32% à la suite d'une vasectomie et 16% d'une ligature des trompes. Le taux de stérilisation atteint par ailleurs 23% chez les couples dont la femme est âgée entre 20 et 30 ans. Notamment, ces couples sont protégés 17% par une vasectomie et 6% par une ligature des trompes. Alors, dans d'autres pays, comme en France, la pilule est la principale méthode contraceptive utilisée par les femmes âgées de 40 à 49 ans. Concernant la stérilisation, on l'a vu juste avant, celle-ci n'est pratiquée en France en fait officiellement depuis 2001 suite à la promulgation d'une nouvelle loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et la contraception, incluant la stérilisation. Alors, malgré la promulgation de cette loi, il y a plus de 20 ans, peu de personnes ont recours en France à cette méthode. En 2023, on estime que 0,4% des femmes âgées entre 18 et 29 ans et 8,2% des femmes âgées de 30 à 49 ans ont eu recours à une stérilisation contraceptive. Parmi les personnes âgées en France en 2023 entre 30 et 49 ans, les méthodes contraceptives les plus utilisées sont le stérilet et la pilule anovulante. Ainsi, contrairement au Québec, par exemple, la contraception est essentiellement en France réversible, hormonale et féminine et se prend tout au long de la vie reproductive. Alors, comme il l'a été également mentionné déjà, les hommes ayant eu recours à une stérilisation sont globalement peu nombreux en France à recourir à cette méthode contraceptive, même si, selon les derniers chiffres publiés par l'assurance maladie, on observe une hausse du nombre de vasectomies alliée à une baisse des stérilisations féminines. Le nombre de vasectomies dépasse, comme vous l'aviez mentionné précédemment, en 2022, celui des stérilisations. Alors, pour quelles raisons des personnes ont-elles choisi au Québec ou en France de recourir à une stérilisation comme méthode contraceptive? Alors, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit en France ou au Québec, disent avoir choisi cette méthode car elles ne souhaitaient pas ou plus avoir d'enfants et étaient en recherche d'une méthode contraceptive considérée comme infaillible. Elles voulaient notamment éviter d'être confrontées potentiellement à devoir choisir entre la poursuite d'une grossesse non voulue ou le recours à une interruption volontaire de grossesse. Au Québec, une femme me disait par exemple, c'était pour moi la méthode la plus sécuritaire. Je préférais ça à envisager éventuellement un avortement. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, près de la moitié d'entre elles ont dit par ailleurs avoir été confrontées au cours de leur vie reproductive à une grossesse non voulue, alors même qu'elles utilisaient une méthode pour éviter une grossesse,
que ce soit un diaphragme, un préservatif masculin, un stérilet ou la pilule contraceptive. Une femme m'indiquait également avoir été enceinte malgré le recours à une pilule du lendemain. Au Québec, un homme m'expliquait ainsi, par exemple, un outil marche pas, le stérilet, son couple a eu une grossesse sous stérilet, alors on a choisi la vasectomie parce que c'était très sécuritaire. Certains hommes justifient également le choix d'une vasectomie en raison de l'absence d'alternatives contraceptives efficaces masculines et parfois aussi dans un souci de partage de la responsabilité contraceptive dans leur couple. Alors un homme disait par exemple, moi je crois qu'il n'y a pas d'autre méthode, mais alors c'est le préservatif qui est extrêmement désagréable. Tandis qu'au Québec, un homme déclarait, c'était un peu de dire, bon, c'est à mon tour d'assumer l'autre partie de la contraception. Un certain nombre de personnes, oups, excusez-moi, j'ai un problème avec mon PowerPoint. Un certain nombre de personnes disent également avoir eu recours à une stérilisation parce que les méthodes actuellement disponibles, qu'elles relèvent elles-mêmes, soit la pilule, le patch, l'implant, les tampons spermicides, l'anneau, le stérilet ou le préservatif, ne leur conviennent plus ou pas, en raison des inconvénients associés et qu'elles ont elles-mêmes cités, tels qu'un état dépressif, une absence de libido, une sécheresse vaginale, des douleurs au sein, des migraines, une prise de poids, de l'acné, des vomissements ou encore des saignements, mais aussi en raison de l'inconfort ressenti à la pause et ou à l'utilisation du contraceptif. Une femme expliquait ainsi en France, j'ai toujours eu beaucoup d'effets secondaires avec la pilule, c'est pas juste une question de ne plus avoir d'enfants, c'était pour moi aussi une méthode de contraception. Pour certaines femmes, il devient aussi difficile de prendre une méthode contraceptive alors même qu'elles ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Ainsi, les méthodes qui leur ont permis de gérer, de planifier les naissances de leurs enfants perdent de leur intérêt, de leur sens pour se transformer en contrainte. Alors, une femme me disait notamment, avant les enfants, je n'avais aucun problème de prendre des méthodes, la pilule, mais une fois que j'ai eu mes enfants, la pilule, c'était psychologique, je ne pouvais plus l'avaler, c'était lourd. Certaines personnes ont mentionné également les coûts de certains contraceptifs, en particulier les préservatifs, certains stérilés et certaines pilules contraceptives. J'ai mis quelques exemples d'extraits d'entretien. Par exemple, en France, une femme me disait, c'est aussi relativement coûteux des préservatifs. Une autre femme rencontrée au Québec me disait, la ligature, ça coûte rien. Le stérilet n'était pas couvert par l'assurance maladie, alors il y a des coûts. Dans certains entretiens, transparaît aussi le souhait, plus ou moins conscient, d'échapper au pouvoir de l'industrie pharmaceutique. En effet, alors que l'ensemble des méthodes contraceptives réversibles restent dépendantes de l'industrie privée, la stérilisation contraceptive passe par un système qui échappe en grande partie à cette logique marchande. C'est d'ailleurs cette logique marchande, mais aussi le maintien des femmes dans une dépendance par rapport aux médecins, qui ont motivé des femmes à recourir à une stérilisation. En France, une femme m'a dit, par exemple, j'avais un stérilet qui ne me gênait pas, mais il faut quand même aller le faire mettre. Il faut quand même l'enlever et on est toujours à la merci d'un objet et de quelqu'un. Je vais maintenant parler des obstacles médicaux rencontrés par des personnes ayant souhaité une stérilisation contraceptive. J'en présenterai plus spécifiquement 5. Alors, le premier obstacle est lié au genre de la personne. Au Québec, certaines femmes ayant souhaité avoir une stérilisation évoquent parfois les recommandations des médecins de proposer plutôt une vasectomie à leur conjoint en justifiant généralement cette recommandation au fait qu'il s'agit d'une intervention moins invasive. Alors, une femme me disait, alors qu'elle était âgée de 29 ans, mon ex-mari a eu recours à la stérilisation, lui, après ma fille,
vu que le médecin ne voulait pas me faire stériliser, ne voulait rien faire avec moi. Son ex-mari avait à l'époque 28 ans. À l'opposé, en France, des personnes mentionnent divers défis au recours d'une vasectomie. Par exemple, avoir été découragé par des médecins, avoir dû faire congeler son sperme avant l'intervention ou devoir passer une nuit à l'hôpital, contrairement à la technique échour qui se pratiquait encore au moment où j'ai réalisé mes entretiens et qui se faisait en ambulatoire. Une femme en France me disait ainsi, à l'hôpital, ils m'ont dit une vasectomie, ça se fait en 2 jours. Ça se fait en 2 jours. Il y a une nuit d'hospitalisation. Alors que pour la méthode Eschour, ils m'ont dit oui, oui, ça se fait en ambulatoire. C'était une question pratique. Une autre femme, toujours en France, me disait mon gynécologue m'a tout de suite découragée en disant on ne fait pas ça à un homme de 33 ans. C'est pas la peine de faire des démarches. De toute façon, on ne lui fera pas. Personne ne va le faire. Un deuxième argument concerne l'âge des personnes qui expriment vouloir recourir à une stérilisation, notamment quand la demande est faite par les femmes. Au Québec, une femme qui était âgée de 29 ans au moment de sa demande m'a dit « Le médecin ne voulait rien faire avec moi parce qu'il m'a dit « Tu es jeune ». Mais moi, c'était clair dans ma tête, je n'en voulais pas d'autre. D'ailleurs, cette femme s'est fait stériliser quelques années plus tard, à l'âge de 33 ans. En France, une femme me disait également, à 35 ans, j'en avais parlé à ma gynécologue, qui m'avait dit, mais il faut attendre 40 ans. Le troisième argument est lié à la situation familiale des personnes. Les femmes sans enfants se voient notamment plus souvent refuser une stérilisation ou être confrontées à différents défis que celles ayant eu des enfants, laissant ainsi entendre que toute femme souhaiterait un jour devenir mère, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un destin de femme. Le nombre d'enfants considérés comme suffisant est par ailleurs laissé à l'appréciation des médecins. Il se situe généralement dans la norme du nombre d'enfants par femme des sociétés occidentales, soit de 2 enfants. Alors, une étudiante en maîtrise qui réalisait son travail auprès de femmes en parcours de stérilisation a ainsi montré, et je cite un extrait de son mémoire, elle exprimait en fait le témoignage d'une femme sans enfant en recherche d'une stérilisation. Elle disait, j'ai trouvé ça vraiment difficile de ne pas me faire prendre au sérieux parce que j'étais une femme, je suis supposée avoir des enfants. Même après un avortement, me faire dire comme, ah, tu sais pas ce que tu veux. À l'opposé, dans le cadre de mes entretiens, j'ai rencontré une femme mère de 4 enfants qui n'a pas rencontré de problème spécifique pour recourir à une stérilisation. Elle me disait, le gynécologue, lui, m'a dit, ah ben, ma pauvre petite fille, tu en as assez fait pour la patrie. Tu en as fait 2 fois plus que tout le monde, c'est bien correct. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Le quatrième argument est lié au contexte de la demande. Il semble en effet plus facile pour certains médecins d'accepter la demande d'une stérilisation si celle-ci se justifie par un acte médical qu'ils jugent nécessaire. On peut questionner ici le besoin de justifier médicalement certains actes non vitaux plutôt que d'autres. Par exemple, il semble plus facile pour les femmes de justifier un désir d'enfant et le recours à une assistance médicale à la procréation qu'un non-désir d'enfant ou d'un enfant supplémentaire et une demande d'arrêt de sa fertilité. En France, une femme me disait, j'ai pu avoir recours à la ligature des trompes parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Au Québec, une autre femme disait, j'avais un kyste sur l'ovaire, alors je me faisais opérer déjà à cet endroit-là. J'ai demandé à mon médecin, en même temps, est-ce qu'on peut la faire, la ligature des trompes? Parce que je ne sais pas s'il m'aurait opéré sinon. Je ne suis pas certaine. Enfin, le cinquième argument porte sur des regrets possibles. Certains médecins cherchent ainsi à dissuader des personnes de recourir à une stérilisation, notamment les femmes sans enfants, en justifiant vouloir leur éviter des regrets dans le futur.
Si certaines études ont relevé qu'une stérilisation pratiquée par exemple avant 30 ans conduit plus fréquemment des personnes à exprimer les regrets, les études ont également souligné que ce serait la durée d'exposition au risque de regretter qui semble être le critère déterminant dans ce sentiment, plus souvent aussi que la présence ou non d'un enfant. Une revue systémique de la littérature a montré toutefois que malgré le risque de regret, rares sont les personnes qui expriment souhaiter recourir à une opération de réversibilité. Selon les auteurs, ces regrets semblent plus souvent être de l'ordre de sentiments de nostalgie, nostalgiques, passagers, plutôt que d'un sentiment profond et insurmontable. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, certaines d'entre elles, mais assez rarement, ont exprimé un sentiment plus de l'ordre de la nostalgie que du regret. Ainsi, au Québec, une femme qui s'est fait stériliser à l'âge de 25 ans, après la naissance de son deuxième enfant, m'a dit: quand j'ai eu un autre ami, je me suis dit, si j'avais pas eu de ligature, peut-être que j'aurais. Mais c'était vraiment de l'ordre du rêve, du fantasme. Une autre femme, mère de 2 enfants en France, me dit: «J'ai eu des moments où je» mère, pardon, de 5 enfants, de 5 garçons. «J'ai eu des moments où je regrettais un peu parce que je me disais: "Je veux quand même une fille"». Après, quand je me suis dit: "Mais je vais retravailler", ça m'est vraiment passé cette histoire d'avoir peut-être encore envie d'un autre enfant. Pour conclure, oups! Heu, Finalement, que nous révèlent les motivations des personnes stérilisées et les obstacles auxquels elles se sont heurtées dans leur parcours de stérilisation? Tout d'abord, que la gestion reproductive et contraceptive reste un poids, en particulier pour les femmes, et ceci malgré la disponibilité depuis 50 ans de méthodes contraceptives médicales plus efficaces. Ainsi, au Québec et en France, des femmes disent avoir ressenti une libération à la suite de leur stérilisation. Celles-ci les ayant libérées de l'angoisse d'un échec de contraception et des contraintes liées à l'usage des contraceptifs. Alors, au Québec, une femme me disait: maintenant, je me sens libérée. Il n'y a plus de stress, je n'enfanterai plus. Alors qu'en France, une autre femme me témoignait: je ne suis plus sous l'emprise de l'homme qui a toujours décidé pour la femme et je fais ce que je veux de mon corps. Les motivations et les obstacles nous révèlent aussi que quel que soit le contexte socio-culturel, la liberté de pouvoir ne pas engendrer ou de ne plus engendrer et de pouvoir recourir à une stérilisation dépend souvent du bon vouloir des médecins et de leur pouvoir de décision qui se fondent sur leur propre jugement, notamment au regard du genre de la personne pour qui il serait préférable de mettre fin à une fertilité, les hommes au Québec et les femmes en France, de l'âge, il est préférable d'être proche de la quarantaine plutôt que d'avoir moins de 30 ans, de leur situation familiale. Il est plus facile de demander une stérilisation lorsqu'on a déjà des enfants alors plutôt que quand on n'en a pas. Et enfin, des conditions dans lesquelles une stérilisation peut plus facilement être entendue et se pratiquer, notamment lorsqu'elle peut se faire associer à une autre intervention médicale. Pourquoi certains médecins ont-ils des réticences, malgré la loi de 1969 au Canada ou de 2001 en France, à recourir positivement à une demande de stérilisation contraceptive? Pour certains auteurs, les réticences de médecins à pratiquer une stérilisation peuvent en partie s'expliquer par leur interprétation de leur serment d'Hippocrate et en particulier du principe de non-malfaisance relevé en bioéthique, ne pas faire de mal ou nuire au patient, autrement dit, sur l'idée d'agir dans l'intérêt du patient. Et aussi de la présence dans ce même serment de l'énoncé: je ne remettrai à aucune femme de pesser abortif. Selon ces auteurs, les réticences de médecins à pratiquer une stérilisation peuvent dès lors s'associer à une posture ancienne du médecin dont l'acte de mettre un terme à la fertilité d'une femme peut être jugé malfaisant. Cette posture appelle ainsi une réflexion éthique concernant l'autonomie des corps des patients et des patientes et les motivations de médecins à refuser une stérilisation. Par ailleurs, si les réserves présentées par certains médecins s'appuient généralement
sur une volonté d'agir dans le meilleur intérêt de leurs patients et patientes, l'appréciation du meilleur intérêt du patient ou de la patiente peut être subjective. En effet, quelle que soit la situation, on sait que cet argument est rarement vrai et qu'il est toujours préférable de respecter la décision des patients et des patientes qui s'inscrit dans des choix de vie et qu'ils font eux-mêmes selon leurs propres valeurs et principes. Le refus de médecins de donner suite à une demande de stérilisation ou seulement sur certaines conditions peut s'apparenter dès lors à une forme de paternalisme et conduire par cette posture à heurter le principe d'autonomie du patient. Finalement, comment allier principe d'autodétermination et d'autonomie des patients, des personnes et clause de conscience des médecins? Cette question invite à repenser la relation médecin-patient-patiente et invite à la mise en place d'une alliance thérapeutique prenant mieux en compte le cheminement des personnes demandeuses d'une stérilisation, la présence de possibles facteurs de risque de regret, mais aussi les motifs sous-jacents aux réticences des médecins. La volonté d'un patient ou d'une patiente pour une méthode contraceptive devrait en effet, sur le principe d'autodétermination et de l'autonomie des patients, être respectée par le corps médical. Si le médecin ne souhaite pas pratiquer de stérilisation, il devrait être en mesure d'orienter la personne vers un collègue qui pourrait prendre en charge la demande. Cette alliance patient-patiente-médecin permettrait en définitive de montrer au patient que sa demande est considérée par le corps médical et que le pouvoir de la décision et le pouvoir sur son corps lui revient et non pas au médecin. Je vous remercie. Merci Madame Charton pour votre présentation. Alors, euh, on a quelques petites questions déjà dans le chat auxquelles vous avez en partie potentiellement répondu. Euh, Mesdames et messieurs, n'hésitez pas donc à noter dans le QR les questions qui pourraient vous venir ou vos réactions, vos commentaires sur les deux présentations. Je vais commencer moi par une première question. Alors, je ne sais pas quelle est la situation au Québec, mais en tout cas en France, actuellement, nous avons un souci de ressources en tension, que ce soit humaine ou économique, et ça va certainement continuer encore pour quelques années ainsi. Euh, la stérilisation des hommes et des femmes apporte plusieurs problématiques. On l'a bien vu, hein, que cette question est abordée par les professionnels en incitant l'un ou l'autre dans le couple à choisir peut-être celle qui va être la plus rapide, celle qui sera en ambulatoire, celle qui sera, voilà, pour diverses raisons. Mais il y a aussi des professionnels qui vont refuser, peut-être en se disant que comme ce n'est pas un acte thérapeutique, c'est un acte dont on peut se passer et qui pourrait permettre une forme d'économie. Et à l'opposé, pour les personnes handicapées, en tout cas par le passé, parce qu'aujourd'hui c'est des propos qu'on ne peut pas se permettre de tenir, le choix de la stérilisation d'une personne handicapée peut permettre aussi une forme de réduction des coûts, puisque ça évite, voilà, peut-être le placement d'un enfant, des gestions diverses et variées en cas de conception par ces personnes-là. Alors c'est une question un peu large, mais j'aimerais un peu, voilà, votre réaction sur ces éléments macro qui viennent au final, enfin qui interviennent hein, à la fois peut-être dans le choix des personnes de se faire stériliser ou pas. Parce qu'on l'a pas du tout abordé, mais il y en a aussi certaines, essentiellement, mais peut-être certains aussi, qui ne veulent pas d'enfants, justement dans cette idée macro de protection de notre environnement, de la planète, du futur un peu incertain que nous connaissons. Et donc il y a cet aller-retour entre l'État qui a une forme de coercition, d'emprise sur nos corps, avec cette reconnaissance légale individuelle de gestion de sa propre fertilité, et tout vient s'imbriquer. Voilà, j'avais envie de vous entendre un peu parler de ces éléments-là. Je sais pas qui veut commencer. Je vais j'y vais, comme ça c'est. Merci pour cette question et cette remarque. Alors en effet, je pense que c'est quelque chose de très important et je pense que c'est là où je pense que l'intérêt de comparer la situation des personnes handicapées et la situation
des, voilà, des personnes non handicapées est intéressante parce que, et de fait, même si en fait, je pense que on a l'impression que c'est des propos qu'on peut plus tenir aujourd'hui, en fait, on continue à le voir dans certaines publications, dans certains colloques, dans certains. Alors, c'est pas dit de façon aussi explicite, mais en fait, l'idée, par exemple, d'inciter très fortement, par exemple, les jeunes femmes handicapées qui vont avoir un enfant ou qui se mettent en couple, de bien réfléchir, en fait, est-ce qu'elle veut bien, est-ce qu'elle veut avoir un enfant, est-ce que euh, elles ont conscience, pardon, des conséquences de leur acte. J'ai déjà vu, par exemple, plusieurs fois dans des colloques, ça, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, par exemple, si vous êtes placé dans une institution et que vous allez avoir un enfant, en fait, la plupart du temps, les institutions ne sont pas faites pour ça. C'est-à-dire que vous avez une place pour une personne et il n'y a pas de place pour l'enfant. Et donc, la plupart du temps, vous devez aller vers d'autres types d'institutions. Et ces types d'institutions qui accueillent des femmes handicapées avec leurs enfants, en fait, elles existent assez peu. Donc en fait, l'argument macro, l'argument de l'organisation, là, il se pose de façon tout à fait inverse pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que autant, par exemple, en fait, on va se poser la question pour les femmes non handicapées du coût que ça peut représenter la stérilisation, alors que là, en fait, on considère que c'est une solution, au contraire, plus favorable pour des questions d'organisation. Donc, en cela, je pense que c'est intéressant justement de comparer les deux situations. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris précisément votre question, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un enjeu démographique aussi. Enfin, la stérilisation est liée à des enjeux démographiques. Et donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, d'observer, c'est qu'on peut encourager, et puis on a des exemples de personnes qui parlent d'armement démographique, hein, donc c'est un enjeu très, très, très important, les naissances et les non-naissances. Donc, du coup, c'est l'État qui souhaite intervenir finalement dans les choix reproductifs de ses citoyens. Alors que ce soit en fonction des États pour chercher à limiter les naissances et donc à encourager la stérilisation. Alors, mon collègue a parlé des stérilisations forcées. Dans tous les pays, il y en a eu des stérilisations forcées, mais on a aussi encouragé dans certains pays la stérilisation des femmes ayant eu 3 enfants, par exemple, lorsqu'on cherchait à limiter le nombre d'individus. En France, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que on a moins de réticence à accompagner les personnes désirant un enfant que les personnes exprimant clairement une non-volonté à avoir un enfant. Donc, en disant ça, je ne me positionne pas, mais je pense que c'est intéressant de le souligner parce qu'on observe ainsi tous les enjeux politiques et démographiques qui sont entremêlés. Alors oui, vous m'ôtez les mots de la bouche, hein. J'allais faire une forme de comparaison effectivement entre les centres de procréation médicalement assistée et qui ont aussi à leur manière une forme de tri, mais qui sont quand même où les réticences, je n'ai pas de chiffres, hein, mais les réticences sont quand même moindres que concernant des stérilisations. On est plutôt actuellement en France sur la crainte des centres d'aide à la procréation de manquer de gamètes pour accompagner les couples ou les femmes seules qui souhaitent procréer. Euh, voilà, on est en pénurie de gamètes, il me semble surtout, oui, autant masculine que féminine. Alors que de l'autre côté, voilà, des personnes qui ne souhaiteraient pas euh, plus pas avoir d'enfants vont se heurter à un mur bien plus fort. Et c'est là effectivement que vous montrez bien la, l'ambivalence de l'autonomie de la personne ou de l'autonomie qui est donnée légalement aux hommes et aux femmes pour exercer un pouvoir sur leur fertilité. De toute façon, en France, on est plutôt depuis longtemps sur des politiques plus natalistes. Comme vous le disiez, les politiques eugénistes sont plus discrètes ou plus faibles en France. Et donc, on est plus sur une tendance à accueillir ceux qui souhaitent des enfants que ceux qui ne souhaiteraient pas en avoir. Alors, je vais regarder quand même un petit peu. Je vois qu'il y a des questions qui sont apparues. Euh, Alors, je vois une très bonne question de la part de Madame Godin, à laquelle peut-être je peux répondre directement à l'oral, qui pose la question de déligature.
et des recours à la PMA après stérilisation et qui demande combien la prise en charge de ces demandes est éthique au regard du principe de justice. Alors effectivement, on vient interroger la question des ressources limitées, la question de l'autonomie de la patiente qui a pu souhaiter, ou du patient, hein, mais je sais pas comment on dit, la vasectomie, enfin voilà, pour enlever une vasectomie, c'est quand même beaucoup plus limité. Hem Et effectivement, il y a une vraie problématique. Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse refuser en tant que telle, une demande de PMA, pour ces personnes-là. Vous vouliez réagir, madame Charton? Non, c'était juste la vasectomie, La vasovasectomie. l'opération de réversibilité pour les hommes. Alors, donc voilà, madame Godin, je ne peux pas trancher sur votre question, mais effectivement, ça pose question. La question, on la posait, dans la doc éthique sur les dans les 2 docs éthiques et par ailleurs, je vais faire une publicité par avance, mais notre prochaine doc éthique qui va sortir s'appelle «Soigner aussi bien avec moins», et qui aborde justement toutes les questions des limites de ressources, et de la possibilité de répondre aux demandes, des patients et de la population générale, voilà, de la santé publique avec, moins de ressources et dans ce cadre-là, on peut poser aussi la question de la légitimité, voilà, de prendre un bloc pour une stérilisation alors que peut-être, on a des choses plus urgentes, avec nos ressources limitées à gérer. Hem, Si vous voulez, juste peut-être pour compléter, au Québec, allez-y. les vasectomies se font dans le cabinet d'urologie du médecin, enfin de l'urologue. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas hospitalisées en tant que telles. C'est une visite médicale, je vais dire classique chez son urologue. Et puis, voilà. Donc, c'était juste pour intervenir par rapport à ce que vous disiez sur la, la- la prise d'une place, par exemple, en milieu hospitalier. Oui, tout La à fait. Bon, vasectomie se là, on fait était dans plus le sur milieu. des ligatures ou des éléments qui demandent, anesthésie générale, chirurgie, et pas tellement sur des pratiques ambulatoires plus courtes, c'est certain. Il y a une question, je pense, qui peut être pour vous, madame, Charton, de la part de monsieur Dejoie, et où il dit: «Je remarque que la question de la stérilisation est envisagée dans la perspective du couple et non pas dans une perspective individuelle qui s'inscrirait au cours de la vie, comme si la potentialité reproductive n'était envisagée que dans un enjeu de couple, peut-être, en enjeu de famille». Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé spécifiquement, les femmes ou les hommes seuls qui, avant même d'être en couple, savent qu'ils ne veulent pas d'enfants. Pour autant, enfin voilà, je vous laisse répondre, mais pour autant vous avez abordé, les nullipares et donc en tout cas peut-être ceux qui sont en couple mais qui n'ont pas d'enfants quand même. Oui, alors peut-être qu'il y a les chiffres qui sont publiés présentent, c'est des statistiques qui sont publiées uniquement, en tout cas au Québec. C'est par des enquêtes longitudinales. C'est pour ça que la dernière donnée disponible date de 2017. On pose la question sur la méthode de contraception utilisée uniquement les personnes en couple. Ça, c'est une question très intéressante aussi, mais c'est lié au type de données disponibles au Québec. En France, les données qui ont été présentées concernent uniquement les femmes. On ne sait pas leur situation conjugale. Au niveau des entretiens que j'ai pu réaliser, il y avait des personnes en couple ou non en couple. Par exemple, j'ai donné l'exemple de la femme de 29 ans qui était en couple à ce moment-là, qui n'a pas pu recourir. Elle souhaitait avoir une ligature des trompes, mais son médecin indique qu'elle était trop jeune, donc son conjoint de 28 ans a eu recours à une vasectomie. Quelques années plus tard, le couple s'est séparé et cette femme, en situation, on va dire, de célibat, où elle était seule, a eu recours à une stérilisation contraceptive. Donc, la, la- la stérilisation, je l'ai peut-être mal exprimée, mais les personnes que j'ai rencontrées, certaines étaient en couple et d'autres ne l'étaient pas. Mais en tous les cas, comme Madame Maugan l'a précisé en début de présentation, on n'a pas à demander l'autorisation du conjoint ou de la conjointe pour recourir à une stérilisation si on est en couple. Merci.
Je regarde un peu quelles sont les autres questions. Alors, il y a certaines des questions des participants auxquelles nous ne serons pas nécessairement en capacité de répondre, faute de professionnels adaptés pour vous répondre. Ceci dit, peut-être, Monsieur Brasseur, vous saurez répondre à la question de la stérilisation en psychiatrie aujourd'hui. Seriez-vous en capacité d'aborder ce sujet-là? Alors, sur la stérilisation de psychiatrie, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de ces endroits qui sont assez peu enquêtés. C'est-à-dire qu'en effet, sur la question, par exemple, des enquêtes qui portent sur la question de la stérilisation, en fait, on a assez peu de chiffres parce que les enquêtes, notamment statistiques, en fait, s'arrêtent la plupart du temps aux portes des institutions. Alors, ce qui serait possible éventuellement, mais j'ai déjà essayé de le faire, mais j'ai vraiment du mal à le faire, c'est d'essayer de faire un détail des différents actes qui sont cotés en fait dans les institutions, essayer de voir dans quelle mesure, dans certaines institutions, notamment psychiatriques, il est indiqué que euh, par exemple, il y a des cas enfin, des actes de stérilisation qui sont cotés dans les institutions de psychiatrie. Alors ça, c'est notamment la démarche qui avait été effectuée par l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales à la fin des années 90, qui avait réussi à mener cette action. Et depuis, ça n'a jamais été refait. Donc on pourrait éventuellement le refaire. D'autant plus que bon, les quelques cas que l'on sait, qui sont en partie documentés par la littérature, en fait, montrent qu'en effet, il y a un vrai problème de respect à la fois de la réglementation sur l'éducation à la sexualité, l'accès à la contraception, l'accès à la liberté de circuler. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut faire une enquête là-dessus, je l'incite très fortement. Mais voilà, j'ai pas plus de ça moi, que de détails sur cette problématique. Comme de toute façon, actuellement, on est, même pour les personnes handicapées, corrigez-moi si je me trompe, suite à votre présentation, mais une personne handicapée, on ne peut pas la stériliser contre son accord. Quand on est face à des personnes à handicap mental ou à handicap physique ou en psychiatrie et autres qui demandent une stérilisation, est-ce que vous êtes en mesure d'aborder un petit peu voilà, toutes ces, ce qui est discuté, ce qui peut être fait avec ce patient-là, pour s'assurer qu'au final, c'est bien vraiment bien volontaire. Elle en revient au titre de notre webinaire avec ce point d'interrogation et pas, une forme d'injonction, cachée où ces personnes-là ne se sentiraient pas, ou légitimes ou en capacité, au vu de l'entourage, au vu de ce qu'ils entendent, hem à avoir déjà peut-être une vie sexuelle épanouie et puis potentiellement aussi une maternité ou une paternité. Moi, de ce que je vois des différents articles que j'ai pu lire sur la question, mais aussi des différents témoignages historiques qui ont pu être publiés sur cette question, c'est que, en fait, je pense que l'une des difficultés que peuvent avoir les personnes handicapées, mais aussi les personnes malades, celles qui sont en institution, c'est de voir faire respecter leur choix, en fait, dans la contraception de façon générale. C'est-à-dire que, de fait, ce qu'il apparaît, c'est que, a priori, les personnes handicapées ont assez peu de choix dans leur contraception et que la plupart du temps, les choix sont restreints, notamment pour des questions d'organisation très concrètes. C'est-à-dire que typiquement, on va par exemple imposer dans certaines institutions la pilule à l'intégralité des personnes de l'établissement, ou on va interdire les relations sexuelles dans le règlement intérieur pour tous les résidents, ce qui est interdit d'un point de vue, ce qui est interdit d'un point de vue légal. Donc en fait, d'une façon générale, ça pose la question en fait des mises en stérilisation en fait qui ne sont pas des stérilisations très concrètes, c'est-à-dire en fait voilà il n'y a pas forcément d'action sur le corps des personnes, mais on assiste à des mises en stérilisation sociale en fait, où en fait on met les personnes socialement, on les rend socialement stériles de façon en fait insister sur leur manque d'autonomie, de choix dans les différentes dans ces différents domaines de la vie. Donc, à ce titre, hein, je pense qu'il y a plus de cas de personnes qui se retrouvent dans des situations de stérilisation involontaire que de stérilisation volontaire. Merci. Hem, je pense que, alors à moins qu'après il y ait d'autres questions encore qui apparaissent, mais je pense que peut-être on pourrait terminer sur une question un peu plus tournée autour des professionnels. Il y avait notamment dans les questions, la question de la clause de conscience.
qui est en France souvent est abordé dans trois cas, pour l'IVG, pour la fin de vie et puis pour les questions de stérilisation. Ce sont voilà, les trois champs les plus fréquents. Ces clauses, elles existent en tout cas légalement actuellement. Pour autant, alors j'allais dire, est-ce que c'est pas se tromper de débat? C'est faux, puisque de toute façon, on est face à un patient en autonomie et en capacité voilà, de demander un acte de stérilisation. On est face à un professionnel qui a légalement le droit, et même sans une question de clause de conscience, de refuser un acte de ce type. Euh, Est-ce que au final, c'est pas toujours abordé, cette relation patient-soignant comme, un rapport de force? Et au final, cette notion d'alliance thérapeutique que vous abordiez, madame Charton, elle est pas aussi, porteuse, d'une notion de bienveillance, en l'humanité de chacun? Bon, je vais un peu loin, mais je m'interroge en fait, voilà sur cette possibilité que chacun puisse avoir une forme d'autonomie dans son travail et en tant que patient par rapport à ses demandes, sans qu'il y ait d'un côté une crainte de la part des professionnels qu'on leur force la main sur des actes qu'ils ne souhaitent pas faire pour diverses raisons, ou pour un patient qui après est presque dans un parcours du combattant pour trouver un autre professionnel disponible. Voilà, est-ce que vous souhaitez un peu rebondir là-dessus? Je pense que vous n'êtes pas allé trop loin parce que il me semble que l'alliance thérapeutique se base sur le respect des uns et des autres et donc sur l'écoute aussi, de l'écoute à la fois du patient, de la patiente, mais aussi du professionnel de santé. Il me semble important de pouvoir accepter toute demande. Peut-être de ne pas pouvoir y répondre, ça c'est autre chose, mais en tous les cas d'accepter toute demande et possiblement d'accompagner la personne alors soit dans son parcours en essayant de comprendre les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, parce que je pense que ça aussi c'est important d'en tenir compte. Et le médecin ou le professionnel de santé aussi d'avoir une position un peu introspective par rapport à ses possibles réticences vis-à-vis d'un acte qu'il ne souhaite pas pratiquer. Et en soi, c'est pas un problème. Mais je pense que le principal, c'est de pouvoir accompagner toute personne dans sa démarche, dans sa demande, quitte à réorienter cette personne vers un collègue, un confrère ou une confrère. Je voudrais juste aussi revenir sur la notion de volontaire. La stérilisation est un choix, mais aussi, quelquefois, ça devient un choix parce qu'on n'a pas d'autre choix. Oui, c'est un acte volontaire, mais il y a aussi cet élément-là qui fait que c'est un dernier choix. Ça peut être aussi un dernier choix. Et Oui, il ça est vrai ouvre que aussi d'autres discussions qui est peut-être plus de l'ordre de la sexualité. Et ça peut-être mon collègue qui est spécialiste sur ces questions-là. C'est-à-dire que, et puis je crois que vous en avez parlé, c'est une vision très hétéronormée de la sexualité, c'est-à-dire toujours une seule façon de penser, de pratiquer la sexualité qui est par une pénétration et une éjaculation. Alors que si on se met aussi dans une position différente de ce que peut être la sexualité, on peut aussi revisiter, rediscuter à la fois les pratiques sexuelles, mais aussi les pratiques contraceptives. Mais là, je vais peut-être un peu loin dans mon intervention. Monsieur Brasseur, peut-être vous voulez réagir? Oui, alors peut-être très rapidement, c'est-à-dire qu'en effet, en fait, les discussions qu'on a pu avoir, en effet, relèvent la plupart du temps, alors, notamment dans la vision que peuvent avoir, par exemple, les professionnels de ce que doit être un couple, de ce que doit être une femme, de ce que doit être l'amour, la sexualité. En effet, hein, c'est assez prégnant. C'est-à-dire que, par exemple, la plupart du temps, de ce que je vois dans les discussions, par exemple, sur la stérilisation, c'est en effet, on suppose des femmes qui sont en couple avec des hommes, souvent avec des couples qui sont à peu près censés durer toute la vie, puisqu'en fait, la plupart du temps, on parle de la question de la réversibilité de la chose. En fait, la plupart du temps, on le pense uniquement dans l'idée de se dire, bah, parce que vous allez être avec votre conjoint toute votre vie, donc il faut penser à ça sur le long terme.
Or, d'un point de vue très démographique, on le sait, hein, il y a un nombre très important de couples qui divorcent, et en fait, il y a un nombre très important de couples qui vont avoir des enfants qui ne vont pas passer toute leur vie avec ce même conjoint. Donc, d'un point de vue ne serait-ce que démographique, on pourrait souhaiter en tout cas, que lorsque l'on discute avec une patiente ou un patient de la question de la stérilisation ou de la question de la contraception, en fait, tous les choix soient mis un peu sur le même niveau, en disant qu'il n'y a pas de choix mieux que l'autre et en ayant aussi conscience de tout ce que cela peut représenter. Voilà, en essayant justement, par exemple, ça pourrait être un bon moment sur la question de, lorsque quelqu'un vient parler de la stérilisation, que de pouvoir parler, par exemple, de l'importance aussi pour la femme, la plupart du temps, par exemple, de penser que ça reste un choix aussi individuel, que c'est important de le penser éventuellement en couple, etc. Mais d'un point de vue ne serait-ce que très légal, ça reste un choix individuel. Et donc, à ce titre, il faut aussi penser à soi et à sa santé. Et donc voilà. Merci. Alors oui, c'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez, Madame Charton, souvent, en tout cas moi dans ce que j'ai pu lire, sauf dans de rares cas et plutôt à ce moment-là chez des nullipares peut-être qui savent qu'elles ne veulent absolument pas d'enfants et qui désirent cette stérilisation pour clore ce chapitre qu'elles n'ont pas ouvert. Souvent, la stérilisation, c'est un choix en comparaison des autres qui, ou bien avaient trop d'effets secondaires, ou enfin, voilà. En tout cas, c'est pas un premier choix nécessairement voulu. Donc, vous avez raison de réaborder la stérilisation volontaire sous cet angle. Et c'est là que, voilà, je l'ai abordé en introduction, mais on y revient, le panel du choix est important dans ces cas-là. Et c'est là qu'il y a un rôle de la recherche et de l'investissement de l'État ou des États qui peut être important. Puisque par exemple, bah, pour les hommes, le choix est très limité, hein. Le slip chauffant a tant de contraintes qu'il est très peu utilisé. Le- il y a un anneau dont j'ai oublié le nom, mais qui pour le moment est retiré du marché français et qui n'est pas utilisable. Donc pour les hommes, en tout cas, voilà, les propositions sont très limitées. Et pour les femmes, eh bien, malgré le panel de disponibilité, je crois qu'il y a 13 moyens de contraception en France, eh bien, malgré tout, beaucoup de femmes ne s'y retrouvent pas parfaitement. Donc je pense que là, il y a vraiment un champ ouvert pour accompagner les hommes et les femmes en situation de sexualité avec reproduction naturelle possible, donc dans un couple hétérosexuel, pour que du coup, ils puissent accomplir leur désir de parentalité ou non sereinement. Et c'est vrai que le rêve serait une forme de vasectomie réversible ou une ligature des trompes réversible. Peut-être que ça, le Graal auquel nous accéderons un jour et qui résoudrait une partie des réticences des professionnels, puisque du coup, cette notion de définitive pourrait disparaître. Alors, est-ce que nous avons encore des questions? Nous n'en avons plus auxquelles je pense nous sommes en capacité de répondre. En tout cas, il y a des commentaires et des réactions. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je ne sais pas si, Madame Charton, Monsieur Brasseur, vous avez un mot de la fin, parce que je pense on va pouvoir bientôt conclure ce webinaire. Si vous aviez envie de refaire un dernier point sur un sujet ou un autre après nos échanges. Autrement, je clôturerai ce webinaire. Bah, moi, ce que je voudrais peut-être, pour terminer, redire l'importance d'accompagner toute personne pouvant aller voir son professionnel de santé, d'être en mesure, je sais que le temps est aussi extrêmement limité, mais c'est un moment extrêmement important lorsque les patients, les patientes viennent consulter un professionnel de santé. Donc, même il faut, il faut avoir du temps, voire penser peut-être à créer une cellule en parallèle pour des personnes demandeuses d'une stérilisation ou de trouver une méthode contraceptive qui puisse leur convenir. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et qui serait intéressant à développer. Monsieur Brasseur? Et oui, alors très rapidement, je pense que de fait, alors je suis pas professionnel de santé, donc je sais que accompagner la stérilisation, ça doit être quelque chose à la fois de très compliqué, parce que ça veut pouvoir dire beaucoup de choses en fait. La situation de quelqu'un qui vient se présenter face à vous, qui veut négocier une stérilisation, ça peut des fois couvrir d'autres situations, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être juste une demande de contraception, puis des fois ça peut vouloir dire d'autres choses, des situations de violence, des situations compliquées.
À ce titre, je pense que c'est important justement d'arriver à la fois à bien faire son travail en tant que professionnel et en même temps arriver à faire en sorte à la fois de respecter les droits et l'autonomie des personnes que l'on a en face de nous, tout en essayant la plupart du temps de mettre de côté des fois certains préjugés ou certaines difficultés qu'on peut avoir avec soit certains types de comportements, soit certaines façons de vivre qui parfois ne nous correspondent pas forcément en tant que professionnels, mais qui ne doivent pas forcément apparaître dans notre pratique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez commun dans toutes les pratiques professionnelles, mais ça me semble aussi important. Merci donc à tous, à Madame Charton et Monsieur Brasseur pour votre participation à ce webinaire et à vous tous qui nous avez posé diverses questions et commenté un peu nos échanges. Pour certaines de vos questions, si après la clôture de ce webinaire, en cherchant les informations, je peux vous les fournir, je vous les enverrai bien sûr. Alors, sera disponible également prochainement un replay sur notre chaîne YouTube. Vous en serez informé par mail quand il sera mis en ligne. L'EuroBFC, par ailleurs, organise régulièrement d'autres événements, notamment en janvier ou février aura lieu un webinaire sur les enjeux éthiques de l'information en santé. Et ensuite, à partir de février, nous aurons toute une série de webinaires qui traitera de la santé mentale, grande cause nationale 2025 en France, et dont le premier, prévu le 11 février, parlera des enjeux de la psychiatrie adulte et introduira la notion de santé mentale. Donc, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur notre site internet pour être tenu au courant des thématiques et des dates à venir. Et sur ce, je vous remercie, vous souhaite une bonne fin de journée, de belles fêtes de fin d'année. Merci à tous.